Et là, toutes les personnes, quand je leur expliquais du coup cette vision un peu plus travaillée, on va faire des bureaux, des événements, on va design et culture, c'est un marché énorme, etc. On me disait mais tu te défocuses là. Début de projet, tu sais, tu te dis toujours c'est mon projet de vie, on va faire ça, on sera le Coca-Cola de demain. En fait, j'ai réalisé qu'en fait chaque projet t'amène à un autre projet et qu'en fait c'est juste un escalier et qu'il faut pas se faire des plans sur la comète. Et c'est vrai, quand t'es petit, tu penses que tu vas être ami toute ta vie et autres. En fait, les gens changent. Et en termes de sentiment d'appartenance à une marque, j'ai toujours très fort l'événementiel que ça te procure. Et du coup, je me suis dit, bah nous, on n'est pas comme les autres. Même si on est une petite boîte, on va aussi faire un événement de marque. Et du coup, là, j'ai vu un peu gros. Et on a fait donc Kimono Airline, le concept. Toujours, il faut raconter une histoire et avoir un concept. On a créé un faux aéroport dans Paris, moi-même, et je suis fier d'être moi-même. Je sais que tous mes axes de progression, je sais là où je dois m'améliorer. Je sais aussi que personne n'est parfait, donc du coup, chill, pas besoin de se mettre une pression et une frustration. Mais niveau regret, non, franchement, je regrette rien. Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur. Je suis Roger et j'accompagne des entrepreneurs à tout éclater dans leur business. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Olivier. Salut Roger, comment vas-tu ? Très bien, et toi? Je suis super content de t'avoir sur le podcast. Ah, moi aussi. On se connaît bien, on a deux, trois choses en commun. Je vais t'épargner l'exercice de te présenter, de qui tu es, qui est dur, qui est chiant, et je vais pas le faire non plus parce moi, que j'aime bien, mais ok, ça t'aimes bien le faire. Non, mais ça me va. C'est vrai? Ah, fais attention. Non, mais je sais. Tu vas me lâcher. Non, je sais que c'est chiant. Non, mais c'est chiant, mais il faut le faire et au final, tu te prêtes au jeu, mais ça me va. Très bien. Alors, on va pas le faire. Les gens vont découvrir au fur et à mesure de ce podcast. On va commencer avec une question directe et qui rentre dans le vif du sujet. Comment on arrive à faire ce que tu as fait aujourd'hui avec Kimono? Waouh, la question à 1 million. Direct. Je suis direct au niveau. Exactement, directement au niveau haut. De la détermination, Ouais. de l'envie et de la patience. Du coup, j'arrive à dire ce mot justement. Kimono a 6 ans aujourd'hui, depuis mars 2022, donc là il y a un mois. C'est en fait ce que en fait, tu connais la phrase de c'est avec les petites pierres qu'on fait les grandes montagnes. Ouais. Et moi qui a toujours eu envie de créer des belles choses, des grandes choses et d'être ambitieux, etc. Et j'espère le rester toute ma vie. Et j'ai monté d'autres aventures avant. Pour Kimono, je me suis dit, en fait, c'est plein de petites pierres consécutives en permanence avec de la détermination, de l'envie, cette dimension de plaisir et cette dimension de patience. Et que tout travail, en fait, tout vient à point qu'il sait attendre, et surtout le travail paye toujours. Et ça, je l'ai appris. Moi, je suis pas le plus, j'étais pas le plus travailleur. Je suis plus un créatif, un fonceur, mais je suis pas le mec le plus rigoureux travailleur. Mais du coup, avec Kimono, j'ai appris l'inverse. Donc, en fait, c'est la rigueur, le sérieux et le travail qui payent. Et petite pierre après petite pierre, tu suis ta trajectoire et t'y arrives, quoi. Donc, en fait, c'est déjà aussi d'être à l'aise que rien ne se passe comme prévu. Ça, c'est la base. Et après, quand t'es à l'aise avec ça, bah, ça se passe. Donc, écoute, je pense qu'on est encore au début de l'aventure. Mm-hmm. Mais pour répondre à cette question le plus simplement possible, je verrai les 3 mots que j'ai cités. Kimono, il vient d'où ce nom? Parce que c'est presque un mot improbable et il a une connotation directement en plus du vrai mot kimono. Ça vient d'où Kimono? C'est une belle histoire et une vraie histoire. Donc, c'est pas du storytelling que je veux te dire. On cherchait un nom comme tout début de projet. On avait un nom de code à l'époque. Ça, c'est intéressant. C'est avant Kimono, ça s'appelait, le nom juste pour en parler avec les équipes, enfin les associés, etc. avant de lancer, ça s'appelait With Attitude. Okay. Parce qu'en fait, je venais de voir le film Straight Outta Compton, je sais pas si tu l'as vu, qui est le film sur le groupe de rap NWA, donc Niggas with Attitude. Okay. NWA, tu connais? Oui. Qui étaient les premiers un peu hip-hop de l'époque, à amener un peu ce régime. Et du coup, je crois, Dr. Dre vient de ce groupe, et je sais plus qui, mais c'est du très très lourd. Et j'aimais bien la dimension with attitude, parce qu'en fait, c'est ça qu'on voulait apporter au B2B avec notre premier métier qui était de faire des vêtements et des objets personnalisés. C'était cette dimension d'attitude. Bon, c'était nul et difficile à prononcer, donc on réfléchit un jour, brainstorming sur le nom, et on se dit, ok,
on entre dans une industrie avec plein de concurrents, qui est sous la poussière et qui est, en tout cas l'image qu'on avait en tant que consommateur, mal faite. Du coup, on s'est dit, qui est bon dans le service et qui est justement très rigoureux, très sérieux. Et on s'est tourné un peu, je sais pas, naturellement vers le Japon. On s'est dit, mais c'est vrai que les Japonais, tu vois, si t'as fait terminal, je sais pas quel terminal t'as fait, enfin quel SP, moi j'ai fait ECO, SES, et donc t'apprenais, je sais plus la méthode japonaise, je sais plus comment elle s'appelle. Ikigai. Non, c'est pas le truc, c'est l'ikigai, c'est autre chose. Je sais avec Toyota. Ah oui. Où je crois, justement, ils ont développé en fait une méthode qui du coup a fait le succès de Toyota. Et du coup, voilà, j'avais cette vision de rigueur et de se dire, on arrive dans une industrie existante, comment on apporte cette qualité de service. Donc, inspi japonaise. Et ensuite, on était dans le vêtement. Donc, les Japonais sont quand même assez stylés, assez pointus niveau mode. Donc, j'aimais bien l'univers. Et donc, du coup, là, on commence à chercher plein de noms. Donc déjà, pour trouver un nom, c'est pas en regardant un mur ou une feuille. Il faut faire des recherches. Donc moi, je suis très actif quand je cherche un nom sur Google. Je tape des noms de synonymes, je regarde, t'essayes de t'inspirer. Et là, on fait une shortlist de 30 noms à peu près. Des noms de dieux, des noms symboliques, des noms aucun rapport. De là, on fait une mini shortlist. Dans cette shortlist, il y a le mot kimono. On les passe en revue un par un. Et kimono, je me souviens, c'était le 3e. Et là, flash, comme si c'était l'évidence. Ouais. Et du coup, on se dit, mais c'est lui. Et en fait, pour les 2 raisons. La première, c'est que le kimono avec un i, donc le vrai vêtement, dans les pays asiatiques, c'est un symbole de vêtements que tu mets dans les grands événements, les grandes traditions, les célébrations, etc. Et ton vêtement brandé d'entreprise, c'est un peu le cas aussi. Donc, il y avait cette dynamique de moments importants. Et c'est un symbole assez fort là-bas. Et dans le milieu occidental, le kimono, toujours avec un i, c'est le vêtement de combat qu'on retrouve au judo, au karaté, au jujutsu, etc. Et comme notre cible de clients au tout début était principalement les startups, etc., bah c'est un peu, ils sont un peu au combat dans une industrie, pour un business, pour réussir. En fait, t'es rien et tu veux être quelque chose, tu dois te battre. Et du coup, j'aimais bien se dire que, bah, en fait, on fait la tenue un peu de combat. Et donc, du coup, quand t'as ton kimono avec un Y, donc le nôtre, bah, tu te sens fort, fier et d'y arriver. Donc, ça te donne un peu de force. Donc, voilà un peu. Et du coup, on s'est dit, bah, il est parfait, quoi. Et donc, c'est un peu ça la raison, quoi. Pourquoi t'as créé Kimono au début? En tout cas, pourquoi tu l'as créé? Est-ce que tu l'as créé seul? Je ne l'ai pas créé seul. J'ai 2 associés cofondateurs. Le premier, c'est The Family, qui est une entité, qui est un accélérateur de start-up. Et le deuxième, c'est Hugo Benz, qui était l'expert textile, qui avait une usine, qui était dans le métier depuis 10 ans, qui, moi, m'a vraiment tout appris sur ce marché et qui a été vraiment un accélérateur sur l'industrie. Et donc, du coup, ces 2 associés qui n'étaient pas opérationnels, mais qui ont participé quand même les 6 premiers mois à fonder Kimono tous ensemble, tous les 3. Donc ça, c'est l'équipe. Et comment ça s'est fait? Pourquoi tu l'as fait? Bah c'est une vraie question dans le sens où, pour moi, c'est évident. J'ai toujours voulu entreprendre. En tout cas, j'ai compris très tôt que je voulais entreprendre. Très tôt, ça veut dire? Très tôt, je sais pas, 3e, seconde à peu près. Je savais que je voulais créer des choses, mais c'était encore un peu flou parce que tu te poses des questions sur ton avenir et surtout à cette époque, on te dit toujours, bon, tu dois te spécialiser, tu dois savoir ce que tu veux faire après, donc c'est assez difficile. Et du coup, j'ai su que je voulais créer des choses, entreprendre, etc. Donc, j'ai enchaîné pas mal de projets, j'ai créé plein de choses avant. Et du coup, bah, en fait, d'une aventure à d'une autre, je savais que je voulais remonter une boîte. Donc, en fait, Kimono, à la base, c'est un désir d'entreprendre et de créer quelque chose. Ça, c'est la première raison. Parce que je me voyais pas, je venais d'être diplômé 2 ans avant. Tous tes potes bossent, ont pris leur premier job, etc. Et l'entrepreneuriat, c'était pas aussi à la mode, ni aussi courant qu'aujourd'hui. Ouais. Et donc, moi, il y avait ce désir de créer. Et aussi, le fait de dépoussiérer une industrie existante que tout le monde connaît et d'arriver, de casser les codes et de, tu vois, d'arriver. Moi, j'aime bien cette. Bon, elle est un peu prétentieuse, mais imagine un ciel gris
tu vois, un ciel gris avec des orages, un peu horrible. Bah nous, on est arrivé sur le marché un peu comme le rayon de soleil qui, tu vois, il y a un petit trou avec un petit ciel bleu et le rayon de soleil qui passe là-dessus. Donc moi, j'aimais bien ce challenge. J'aime bien, moi, dès que je lance un projet, ne pas faire comme les autres, marquer la surprise. Et voilà. Donc j'aimais bien ce challenge. J'aimais bien l'équipe de fondatrices de démarrage et on y allait. Let's go, quoi. On se pose pas 1000 questions. Et la raison première que toi, t'as encore, peut-être qui est encore aujourd'hui le cas, de pourquoi créer Kimono et pourquoi continuer de le faire ici, parce que quand même, ça fait quelques années maintenant. Ouais, 6 ans. C'est quoi le pourquoi derrière ça pour toi bah, c'est toujours la grande question. Moi, je sais que j'y ai répondu naturellement de par mon état d'esprit, ma manière de voir les choses. Ce que j'ai pas dit avant, c'est que du coup, quand je te disais j'aime créer, j'ai voulu créer, en fait, c'est la conséquence d'une autre pensée qui était que très tôt, donc à cette même période, toujours lycée, j'ai réalisé l'importance de la vie, mais pas au sens large, vraiment à mon sens personnel, de me dire en fait, c'est de la bombe et c'est pas, ça peut s'arrêter à tout moment, mais surtout c'est pas acté, et la vie peut changer. Tu vois plein de choses partout dans le monde qui sont atroces, tu vois des gens malheureux, et tu te dis mais pourquoi déjà, pourquoi tout ça, et comment toi t'arrives à faire une expérience de vie incroyable, et comment t'arrives à amener cette vie qui te fait kiffer. Ça, c'était un peu une question philosophique, mais je me posais ces questions, je me disais qu'est-ce qui me rend heureux, et donc j'ai commencé à m'introspecter sur c'est quoi les vraies choses qui me rendent heureux. Donc j'avais identifié pas mal de choses, et même aujourd'hui c'en est devenu une méthode, mais j'ai réussi à définir un peu tout ça, et donc du coup je me suis dit créer m'aide. En fait, je veux être épanoui au quotidien. Je crois pas au fait de sacrifier pendant 10 ans pour être heureux après. J'ai rapidement compris que en fait, on veut toujours atteindre quelque chose, mais en fait, dans le but de quoi, on sait pas. Parce qu'en fait, c'est comme tu fais 10 millions de chiffre d'affaires, tu veux en faire 100. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est juste plus de chiffres, mais pourquoi ? Et donc, en me posant cette question, je me suis dit, moi, mon but, c'est de kiffer ma life tous les jours. Et je suis ambitieux et j'ai envie de faire des choses grandes et incroyables. Et donc, du coup, créer et entreprendre arrive à résoudre ça. Et donc, du coup, quand tu me poses la question pourquoi Kimono et pourquoi faire tout ça, c'est moi ma raison pour être épanoui et accompli à 100%. Tant humainement, intellectuellement, professionnellement, personnellement. Et 6 ans après, si je dois faire une rétro, ça a été survalidé. Ça m'a apporté tout ce que je voulais, ou ce que je m'étais dit il y a quelques années, j'ai envie de faire ci, ou j'ai envie de faire ça avec telle ou telle personne, j'y ai réussi d'une manière ou d'une autre, comment moi je le veux. Donc j'ai répondu à mon objectif de dire, je suis épanoui, je suis heureux, et je vais pas attendre de dire, ouais, je serai heureux plus tard, parce que là, vite, faut que je fasse mes objectifs. Non, j'essaye de faire les deux, quoi. Avant de faire Kimono, qu'est-ce que t'as fait qui t'a amené jusqu'à Kimono ? Il y a eu un premier projet élément déclencheur. C'est mon premier pas dans l'entrepreneuriat. C'était au lycée où j'ai fait. En plus c'est lié à l'histoire de Kimono, puisque c'est ce projet qui a déclenché l'idée, mais on y reviendra. En fait, j'ai créé le suite officiel de mon lycée. J'étais dans un lycée en région parisienne dans le 92, public, mais avec un gros sentiment d'appartenance. Et je me disais toujours, pourquoi les Américains, les Anglais, ils ont tous des trucs trop stylés pour leur lycée et pas nous. Et donc du coup, j'ai fait le hoodie du lycée, ça a bien marché. Et ce premier projet, à l'époque, je le voyais vraiment juste comme un business et pour m'occuper. Et en fait, le déclic que ça m'a apporté à la fin, c'était de me dire, en fait, j'ai compris qu'en parallèle de ton quotidien, de te réveiller, de voir tes potes, faire tes devoirs, aller à l'école, en fait, juste la vie, d'avoir un projet qui t'anime dès le réveil, auquel tu penses tous les jours, non-stop, et qui te drive, moi, me plaisait. Et du coup, je me suis dit, OK, on fonce là-dessus. Donc ça, c'était le déclic business. J'entre en école de commerce. Et ensuite, j'ai monté donc une première boîte qui s'appelait Cozy, et on a changé de nom, qui s'appelait Ilo, qui était une boisson relaxante. Donc l'inverse d'un Red Bull. Okay. Une boisson apaisante. On a été les premiers en Europe à la lancer. C'était avec Harold, justement, un de mes meilleurs potes que tu connais et qui a monté Com il y a quelques années maintenant. Et on a monté notre première boîte ensemble. Et c'était vraiment de dire, dépoussiérer une industrie existante qu'on connaît tous, le F&B, les boissons sucrées, énergisantes, etc. Comment on fait l'inverse, naturel et apaisant, sans que ce soit la tisane, tu vois, un truc un peu sympa.
Et donc ça a bien marché. On l'a revendu au bout de 2 ans un gros industriel portugais qui avait plein de boissons naturelles, etc. Donc ça, première expérience, franchement... C'est dingue. Genre, ouais, c'était fou. En fait, on n'y connaissait rien. Ouais. Et donc, du coup, on est passé par un labo en France. On a appris, on a testé la recette. Ensuite, on a fait une campagne de crowdfunding pour financer la première production. Et on a été Enfin, en fait, tout s'est enchaîné. Ensuite, t'as des premiers deals de clients, tu vois, de magasins, de online, etc. Et c'est allé très vite parce qu'on a réussi à faire une belle marque et un beau produit qui a fait que rapidement, en fait, ce grand groupe... lui, ce qui lui a plu, c'est qu'on leur a fait gagner 2 ans de R&D. Ouais. Ah bah, on a une recette, une marque sympa. Ouais. Et pour eux, c'était rien, tu vois. Et pour nous, c'était énorme et ça a tout changé. Donc, j'avoue, premier projet, donne en mode, ok, fin du game, parfait, quoi. Ça a changé quoi pour vous, pour la suite de réussir ça en tout cas pour toi? Je pense la confiance en soi, de se dire qu'on a testé quelque chose on était un peu dans l'entrepreneuriat du début. Et je pense que ça nous a donné confiance qu'on peut faire quelque chose de bien et qui marche. Donc, je pense, premier, confiance en soi. Savoir aussi nos forces et nos faiblesses et se dire donner envie de recommencer le plus vite possible. Donc ça, au-delà de la confiance en soi, c'est l'envie et l'addiction à l'entrepreneuriat. Et là, je me suis dit en fait, je veux faire ça toute ma vie. Et j'ai appris aussi un autre truc, c'est que nous, on était en début de projet. Tu sais, tu te dis toujours, c'est mon projet de vie, on va faire ça, on sera le Coca-Cola de demain, à l'époque, si je reprends ce projet. Et en fait, j'ai réalisé qu'en fait, chaque projet t'amène à un autre projet. Et qu'en fait, c'est juste un escalier et qu'il ne faut pas se faire des plans sur la comète et que du coup, ça te stresse et ça te frustre. Et qu'au final, c'est juste une étape. Tu vas tout faire pour que ça se passe bien le plus longtemps possible si tu en as envie. Et le reste, tu verras, de lâcher un peu cette pression, soit qu'on te met ou que tu te mets sur « Oula, ce projet, il faut qu'il aille aussi loin. » Bah non, en fait, tu peux s'arrêter et fin de l'histoire, tu vois. T'aurais pu très bien continuer dans la food. J'ai continué dans la food. Ok. Mais il a fallu plusieurs boîtes pour arrêter. T'as fait quoi après dans la food? Du coup, donc deuxième expérience. Donc entre-temps, je suis allé faire mon master parce que on était à l'école, donc en licence en 3e année d'école. Je vais faire mon master à l'étranger, à Boston, plus précisément dans une université américaine de fou. Enfin, le cliché du rêve américain que moi je voulais vivre à un moment. Et je me dis, mais leur campus, c'était dingue. Moi, je reviens dans mon campus parisien. Je me dis, waouh, on a en food, on a juste le distributeur avec des sneakers et c'est tout. Et on se dit, c'était le début de la tendance du bien-être, healthy, et les étudiants n'étaient pas trop la cible parce que pas le budget et il n'y avait pas d'offre. Et donc, du coup, on a créé La Récolte. Donc, ça, c'est le deuxième business qui, à la base, pareil, est un peu un accident parce que ça, pour le coup, on n'avait pas cours les mercredis. Et du coup, on s'est dit, viens, on monte un stand de salade de fruits frais et de jus, de soupe et de légumes croquants que tu peux composer toi-même. Donc, tu sais, tout est découpé un peu comme chez Jour ou Mr Garden, par exemple, où tu arrives et tu composes. Et donc, nous, on s'est dit, vas-y, viens, on teste, on voit. Et en fait, en 2 heures, on a été dépouillés tellement ça a cartonné. On faisait, tu vois, des petites salades de 2-3 euros, on composait, les gens adoraient. Nous, on avait fait un gros marketing autour du fruit, on était tabliers, chapeaux, c'était trop sympa. On avait construit un stand en palette et le truc cartonne. Et on se dit, trop bien, on refait ça la semaine d'après. Parce qu'on n'avait pas cours le mercredi, du coup, comme on peut se faire un peu d'argent. On recommence. Donc là, carton, à chaque fois. Et donc, du coup, on se dit, on était en 5e année. Viens, on lance le projet plus sérieusement. Parce que si on fait nos calculs et qu'on veut monter un vrai projet, il y a notre école, mais il y a les 2000 autres établissements. Donc, si on le duplique, ça peut être intéressant. Donc, on postule au concours des jeunes startups de l'école, parce qu'il y avait un projet. Nous, on était en master entrepreneuriat, donc tu pouvais amener ton projet. On crée le projet un peu plus sérieusement. On le gagne, du coup. Pas par surprise, mais on a réussi à gagner, donc trop cool. Et du coup, on a le droit de faire notre stage dedans. Et on était dans l'incubateur de l'école. Donc là, on le développe à fond. Là, c'est un projet qui monte à plus de 30 personnes assez rapidement. Donc, c'est surtout des vendeurs, en fait, de points de vente. Et on a à peu près une 15aine de points de vente en région parisienne. Donc, Fac de Nanterre, Sorbonne, Sciences Po, Assas, des écoles quoi. Et là, c'est la vraie petite entreprise. Ça veut dire ce qui était ouf. Enfin, ce que moi, j'ai adoré dans cette expérience et que j'ai aucun regret, c'est que il y avait rien de digital, rien de tech, mais c'est comment t'apprends la petite entreprise. On a acheté des camions sur le Bon Coin. Donc, j'ai acheté ma première voiture, de ma vie, c'est une camionnette jaune.
qui était une ancienne camionnette de La Poste et qu'on a appelé Joël. C'était Joël la camionnette. Et du coup, c'était ça ma première voiture. Et on a acheté ça. On se levait tous les jours à 5 heures. On allait faire la tournée des marchés pour aller choper toute notre matière première. Et après, livrer. Et j'étais le seul avec mon associé à avoir le permis. Donc du coup, je livrais tous les points de vente. Et comme il y avait trop de demandes, nous-mêmes, on tenait un point de vente la journée. Donc debout toute la journée à servir. Le soir, collecte. Ensuite nettoyage, etc. Et là on bossait jusqu'à 22, 23 sur la partie de la boîte, quoi, la com, l'admin, la strat. Et ça non-stop pendant 8 mois. Fatigant de ouf, mais nous on n'a même pas senti la fatigue. On a kiffé de dingue. Il tombait en panne tout le temps. On a eu des galères, mais toutes les galères que t'apprends, qui t'apprend à comment gérer une galère. Tu vois, je me suis déjà retrouvé sur les quais à Paris, donc là où il y avait beaucoup de circulation à l'époque, enfin toujours autant en vrai. Le camion tombe en panne au milieu, donc il fume et tout. Le truc était à la poubelle. Et on doit livrer pour un truc ultra important parce qu'on faisait aussi des événements. En fait, quand c'était les vacances scolaires, qu'est-ce qu'on faisait ? Du coup, il y avait plein d'événements, des festivals, des événements privés. Donc là, on a développé toute une offre événementielle. Donc on était prestataire. Et on devait livrer un truc ultra important et là on tombe, panique à bord, le truc en panne, il fume, je dis qu'est-ce qu'on fait quoi ? Et au final on a réussi à rester calme, le truc a réussi à repartir au moins jusqu'au bout et du coup plein de galères où soit tu paniques, soit tu t'énerves et on a réussi à rester serein et à apprendre du coup de tout ça. Donc ça c'est le deuxième projet qui moi m'a musclé dans cette côté détermination et ce côté résilience. Ce que j'ai appris, c'est de rien lâcher et que peu importe les mauvaises nouvelles, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, donc on avance, quoi. Et puis c'est le meilleur contexte finalement, c'est dans les conditions, même toi à titre perso, t'es encore un étudiant. Oui. Donc pour tester tout ça, c'est clair. C'est un contexte de malade. Ouais, c'est clair, t'es dans un confort où en fait tu peux te permettre de ça, c'est pas grave si t'es fatigué, tu récupères beaucoup plus vite, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de truc, tu as moins besoin d'argent, etc. Donc là, deuxième projet. Ce deuxième projet amène au troisième projet, qui est un peu la suite logique, où en fait mon associé part, parce qu'il avait envie d'être dans l'immobilier, donc du coup il quitte l'aventure. Et je rencontre un nouvel associé qui apporte une idée incroyable, qui était un contenant. Parce que nous, en fait, à part le marketing, tu pouvais nous copier. Je veux dire, n'importe qui pouvait faire ce qu'on faisait. C'est juste qu'il y avait de l'exécution, comme tout, et la marque, et l'image de marque. Et lui, je rencontre un mec qui a inventé, qui était en tout début, d'un objet, qui est un contenant qui permettait d'avoir à boire et à manger dans une seule main. Et made in France, breveté, juste incroyable. En vrai, le truc est magnifique. Ça s'appelle donc Mouti, M-O-O-T-I. Et du coup, on s'associe pour lancer en fait la next step de la récolte. Et pour se dire, grâce à ce contenant, on va monter des concepts dans tout ce qui est centres commerciaux, gares, aéroports, tous les endroits en fait où tu as les mains prises. Et du coup, l'objet peut être intéressant et pratique. Donc en mode corner dans ces établissements, et que tu prends en takeaway. Et là, en fait, c'est ce que je faisais avant, mais version beaucoup plus sérieuse, parce que déjà, on n'est plus dans des établissements privés, des écoles, des universités. On est dans des centres commerciaux, des gares avec des vrais gens. Donc les normes sont beaucoup plus importantes. C'est le vrai monde du business. Lui, il apporte énormément d'argent pour investir sur tous les corners, tous les stands, etc. Et donc du coup, là, c'est la vraie, non plus petite entreprise, la vraie entreprise où moi, j'apprends à gérer tout, les RH, l'admin, la com, le sales, parce qu'au final, je pensais qu'il allait m'aider ou faire plus, mais au final, je me suis retrouvé à faire plein de trucs. Et donc, du coup, c'est là où j'ai fait quelques erreurs, c'est là où j'ai appris, c'est là où ça m'a pas un peu dégoûté, mais je me suis dit, putain, c'est la dernière fois que je fais des trucs à l'arrache comme ça, quoi. Tu le payes après avec ton comptable, tu le payes après dans plein de choses. Donc, franchement, donc là, pareil, tout aussi physique, intensité max. Pendant 2-3 ans, moi, j'étais dans une intensité, mais ça m'a pas fatigué. Je dis, ça m'a buildé, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que parfois, à Kimono, quand il y a des cartons à porter et tout, tu sais, j'ai trop envie parce que ça me manque trop. Et tu sais, je suis trop chaud. Ils disent, mais il est chelou, lui, pourquoi il vient nous aider à porter les cartons? Le mec a trop envie d'être dans l'opérationnel. Donc ça, c'est troisième aventure. Et en parallèle de ces deux, j'avais une agence d'événementiel. On organisait des événements qui s'appelaient WakaTP, qui étaient les premiers événements festifs matinaux, sans alcool, pour avoir un événement social avant d'aller bosser le matin. Donc c'était sur la tendance du Morning Miracle, etc. Et donc il y avait yoga,
Gros stuff, gros DJ, etc. Petit déj, LC, et après tu pars au bureau et t'es déjà un soleil, quoi. C'était un peu ça a cartonné, et donc du coup on avait ce truc qui tournait, quoi. Mais en fait, t'étais déjà un serial entrepreneur avant de rentrer dans le game d'entrepreneur finalement avec Kimono. Ouais. En fait, au final, Kimono, c'est plus la consécration de 7-8 ans d'entrepreneuriat, en fait. Et du coup, que j'ai renchaîné. Et c'est pour ça que Kimono, elle est assez vite. Et honnêtement, il n'y a pas eu trop de difficultés, c'est-à-dire de gros problèmes, tout s'est fait un peu dans une vision avec forcément des challenges et autres, mais parce qu'en fait, avant, ça m'a rodé, en fait. Tu vois, ces 4 aventures, et même ce petit projet des lycées, donc tu vois, commencé à 19 jusqu'à Kimono, j'ai dû commencer à 26, je crois, donc tu vois, il y a 7 ans où vraiment j'ai fait mes armes. Et du coup, j'ai appris énormément. Et dans des domaines totalement différents, parce que là, on parle de textile, food, événementiel. Ah, mais c'est clair. Et comment tu reviens à Kimono ? Qu'est-ce qui fait que tu reviens à Kimono ? En tout cas, que tu vas commencer à créer Kimono ? Et bah justement, je me rends compte que la food me plaît plus. Et en fait, il y avait un truc il y a un moment, je trouvais plus cet épanouissement que je m'étais promis de faire grâce à cette voie d'entrepreneuriat. Et je me dis, mais attends, là en fait, ça me rend plus heureux. Et limite, je commençais à subir. Et là, je dis, red flag, no go, ça veut dire qu'en fait, il faut arrêter. Donc, j'ai eu un ou 2 mois d'introspection à ce niveau-là, où en fait, parce qu'au début, tu sais pas que c'est ça. Là, tu te dis, c'est peut-être que je suis fatigué, ou peut-être que c'est mon histoire amoureuse, peu importe. Et en fait, au final, ton travail, en tout cas, moi, c'est quand même, ça fait partie de ma vie. Donc, s'il se passe bien, je sais que ça drive quand même mon équilibre. Et c'était quoi le signal ? En fait, t'as un signal, c'est des pensées, en vrai, c'est des pensées, c'est moins d'envie. Ouais. Flemme de fatigue. Tu vois, t'as moins envie. Donc c'est ça. Et plus de kiff. Et à un moment, tu te dis, je kiffe plus, donc j'arrête. Donc 1 mois de discussion avec mon associé où ça s'est très bien passé, très bien fini. Rachète mes parts, je quitte mon mandat de DG, etc. Et donc du coup, là, je me retrouve après 7 ans d'accélération sans rien. Et c'est là où, bon, ça a duré que 15 jours, mais 15 jours où je me pose des questions sur, bon, bah, peut-être faut que je trouve un job comme tout le monde, peut-être faut que je parte en voyage, ou peut-être faut que je crée une boîte, mais j'avais pas d'idée particulière. Et c'est là où, bah, je connaissais bien The Family, parce qu'ils nous ont tous éduqués, ma génération d'entrepreneurs, on a tous été éduqués par le contenu de The Family. Et donc, du coup, je les connaissais un peu par leurs événements. Et du coup, je me dis, j'aimerais bien faire un truc avec eux. Donc, je les contacte. Eux, ils avaient déjà beaucoup de boîtes à leur portefeuille. Ils accompagnaient des super startups. Et je rencontre Alice, la CEO, et c'est à ce moment-là qu'on discute. Et en fait, première discussion de 2 heures, et Kimono est né dans cette discussion. C'est-à-dire, je lui parle, en fait, on parle entrepreneuriat, elle me pose des questions sur mon parcours, etc. Et je lui parle de mon petit projet des pulls. Et là, elle tique direct et elle me dit, mais tu sais que toutes mes startups m'appellent tous les jours, toutes mes boîtes, pour avoir des vêtements un peu sympas, quali, qu'on est fiers de porter et qu'aujourd'hui, on trouve pas, même nous, etc. Et c'est là où je dis, mais tu sais que moi, je connais un mec, Hugo, qui est à une usine, qui est expert là-dedans. Et en fait, tout s'est un peu connecté. Mais j'ai failli ne pas parler du projet des pulls. Donc peut-être qu'on aurait trouvé une autre idée, un autre projet, mais c'est là où tu te dis, on pense toujours parfois il y a des sujets, c'est des détails, mais en fait, maintenant je le vois avec Kimono parce que, bah certes il y a Kimono, mais j'ai cofondé aussi d'autres boîtes où je suis pas du tout opérationnel. J'ai toujours cette casquette de serial entrepreneur et je le vois aujourd'hui parce que c'est presque méthodique. C'est en fait, les idées elles viennent jamais seules, les bonnes décisions non plus, et en fait c'est des silex toujours. Et il faut aller chercher cette phrase, ce moment qui va faire boum sur un projet. Et ça, j'avoue, je le sais. Et j'ai réussi à créer une mécanique pour aller la chercher. Il faut être un peu naturellement curieux. Tu vois, moi, je suis très curieux, très ouvert. Mais même dans une soirée, j'ai parlé avec quelqu'un. Parfois, sur des sujets, je vais un peu essayer de placer les choses pour voir si en face, il peut se passer quelque chose sans savoir la réponse. Hein. Mais du coup, il y a eu cette explosion qui a fait que derrière... boum. Et après, on s'est mis d'accord en 1 semaine. On a préparé Kimono pendant 2 mois, donc trouver le nom, créer la strate commerciale, le lancement, etc. On a lancé et boum. Après, c'est parti pendant 6 ans non-stop. Et ça a été tout de suite très intense ? Ouais, direct. C'est-à-dire que... J'ai jamais eu de phase trou ou de phase c'est bizarre, ça marche pas. En fait, on a fait une OP de com qui a bien marché. Moi, ce que j'ai appris dans mes autres aventures, ça m'a aidé, c'est que je suis un très bon sales, mais je suis un très bon communicant, où j'adore créer une marque et communiquer, comme je disais, marquer la surprise et faire autre chose. Et donc, on l'a fait pour tous mes autres business. Et Kimono, pareil, je voulais me dire, mais attends, les goodies, le truc publicitaire, c'est les sites pourris, il y en a plein. Comment nous,
on se fait une place. Et du coup, on a réfléchi à un discours et on a fait une OP qui a très très bien marché. Et du coup, on a pris, moi je me souviens, le premier jour, enfin la première semaine, j'ai dû prendre 500 demandes de devis. Et en fait, ça s'est plus jamais arrêté. C'est qu'après, j'étais tout seul en sales. Ensuite, j'ai recruté un stagiaire et boum, 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 boum. Et après, on a développé la vision. Enfin, moi, j'avais déjà la vision de Kimono qui s'est nourrie au fil du temps. Parce que là, je parle beaucoup de textile, mais aujourd'hui, c'est plus que ça. On fait plein d'autres métiers. Et tout s'est enchaîné, quoi. C'est quoi, d'après toi, le succès Qu'est-ce qui fait le succès aujourd'hui de Kimono? La vision et le positionnement de Kimono sur lequel je me suis accroché, qu'on a tenté de me décrocher moult fois. Ah ouais. Pourquoi on a voulu c'était quoi la raison de te décrocher de ça? En gros, et tu vois là je t'ai répondu, j'essaie de voir s'il y a d'autres éléments, bien sûr l'équipe, etc. Mais un truc qui fait que c'est différent, c'est la vision et le positionnement de marque qui fait le succès. Et pourquoi on a essayé, c'est qu'en fait Day One, avant même de se lancer, tu sais, je te disais, je veux pas être un fournisseur de vêtements, etc. Donc, il y avait cette dimension culture qui me plaisait. D'ailleurs, c'est comme ça qu'avec Alice, on avait trouvé l'idée. Et donc, du coup, je me dis, ok, il fallait que je trouve un nom. Et du coup, je crée le nom Culture Designer. Je me dis, mais nous, on est Culture Designer. On design la culture des boîtes à travers différents produits, différents services. Le premier, ça va être d'habiller la culture. Point. Et donc, du coup, demain, je savais déjà, avant de lancer, qu'on allait lancer une autre offre qui répond à ce sujet de culture. Et on lance. Donc moi, mes associés de l'époque me disent oui, sympa, mais ils ont pas le même entrain, mais ils me suivent. Tu vois, la chance que j'ai eue de Kimono, c'est que j'ai des associés qui m'ont fait confiance de A à Z en permanence. Et du coup, ça m'a donné une liberté d'exécution qui était juste incroyable. Et donc du coup, je le place, mais je l'assume pas encore trop, le culture designer un peu par-ci par-là. Pendant 1 an, je pense au bout d'1 an, on devient vraiment la ref et on est devenu vraiment une boîte rapidement connue. Et là, moi, je me dis, ok, il va falloir passer à la next step, etc. Et donc, je commence à en parler aux équipes, à des investisseurs, parce qu'on commençait à vouloir lever des fonds, etc. Et là, toutes les personnes, quand je leur expliquais du coup cette vision un peu plus travaillée, qui était plus dans ma tête, mais sur un deck, en disant, non mais regarde, aujourd'hui, on fait ça, mais demain, on va faire des bureaux, des événements, on va designer culture, c'est un marché énorme, etc. On me disait, mais tu te défocuses là. Tu pars dans tous les sens. Ils n'arrivaient pas à voir ce que toi t'arrêtais. Ouais, et ils me disaient, mais non, on est vêtements, objets, on va être le leader là-dessus et on reste. Et je te dis, on a essayé de me décrocher plein de fois. Tous les invests que j'ai rencontrés à l'époque m'ont dit, et pourtant, je les aurais pitché pendant 30 minutes le truc, et à la fin, ils me disent, mais par contre, il y a un truc qui m'embête, c'est un défocus. Je dis, mais il y a un truc qui m'embête, tu comprends rien. En fait, tu m'as pas écouté. C'est qu'en fait, nous, on est le magasin de la culture. On a un produit, demain, on a 2 produits, 3 produits, on a un rayon. Et c'est ça, cette vision. Et ce qui est intéressant, c'est que, on est les seuls à faire ça. C'est pour ça, tout ce qui est nouveau, tu sais, il y a toujours ce filtre de protection. Et c'est là où je te dis la détermination à jouer, parce que faut pas être têtu, mais faut savoir recevoir les signaux faibles positifs. Il y a plein de moments où j'ai douté. Je me suis dit, putain, en fait, est-ce que c'est pas juste moi qui pars en cacahuète, quoi. Et en fait, tu récupères des signaux faibles positifs, soit des discours, des conférences que t'entends, des podcasts, des sujets de clients, des choses qui m'ont montré que la culture allait être le next big thing et qu'elle allait être un des sujets les plus importants dans le monde du B2B. Et du coup, c'est ces petits signaux, je me suis dit, ok, t'es sur la bonne voie et ça va continuellement se voir et le montrer. Et depuis 2 ans, c'est plus que validé. Et aujourd'hui, on nous dit toujours, mais vous êtes culture designer, vous êtes leader là-dessus. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qui fait notre différence, notre succès, notre identité, et ce qui fait qu'on gagne du coup beaucoup d'appels d'offres grâce à ça, et ce qui fait qu'on continue notre vision et de développement. Et aujourd'hui, c'est notre plus grande force. Donc je te dis, il y a eu 2-3 ans où il fallait rester accroché à la vision, au positionnement de marque, et aujourd'hui c'est comme ça que les gens nous reconnaissent, quoi. Le terme culture designer, parce que c'est vrai qu'au début quand on connaît pas Kimono, parce qu'en fait vous êtes archi connu dans le monde de la start-up, dans le monde entrepreneurial, mais en dehors dans la vie réelle, Kimono ça reste grosso modo quelqu'un chez qui on peut faire des vêtements si on a envie de faire des vêtements. Tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant, et je trouve que là où tu as été très intelligent, c'est de créer votre propre espace qui est le mot culture designer. C'est vrai. C'est que finalement, en fait, il y a plein de gens qui font plein de trucs, et finalement, nous, on va donner un mot sur la représentation de quelque chose que vous ne comprenez pas encore, exact, et qui va être notre identité. Exact. Comment on arrive à faire ce tour de force? C'est difficile, et je sais que forcément,
En fait, il y a un double jeu. C'est-à-dire que forcément, ça nous a apporté de la force, une différence. Forcément, ça a apporté peut-être une mauvaise compréhension. Peut-être tu te dis, ouais, je comprends pas trop leur truc. Tant pis. C'est sûr qu'on a perdu. Ok. Mais dans la vision long terme, on est gagnant fois 1000. Donc en fait, faut pas voir les petits trucs que tu perds et les gains court terme. Faut voir est-ce que en fait, tu gagnes d'un point de vue long terme. Et comment tu arrives à faire ça La réflexion, elle tu part vois, de quoi? Tu connais le terme catégorie design? Je serais mentir de te dire oui parfaitement. Non, mais c'est peu connu. Enfin, ça commence à être connu. C'est de se dire que tu crées ton propre marché. Et quand tu prends l'histoire de Disney, c'est ce qu'il a fait. Au début, nous, on connaît Disney, ça nous paraît évident. Mais à l'époque, il y a un schéma qu'il explique de manière juste incroyable, où il explique qu'en fait, dès le début, il va être dans l'entertainment avec des personnages. Et il a pas dit juste je vais faire un film. Il a dit ok, on va monter en fait des personnages sur dessin animé, on les racontera aussi dans des BD, on va faire un parc d'attractions qui va les illustrer, machin. Il avait tout pensé en connectant. Et c'est ce qu'on appelle, j'ai plus le terme de sa catégorie design. Mais si tu prends tous les succès, les grosses boîtes qu'on connaît, elles ont toutes créé leur propre marché. Et donc, c'est eux qui ont créé c'est pas je suis venu concurrent et je suis devenu grosse. Il y en a, mais les meilleurs, ils ont créé leur propre marché. Et du coup, nous, c'est ce qu'on a fait et on a créé notre propre catégorie design sur la culture. On a ouvert le marché de la culture entreprise et le succès, ce serait de dire demain, il y a plein de business qui sont dans cette industrie. Ça veut dire que ça fonctionne et que c'est le cas. Et en fait, on le voit déjà, c'est juste qu'ils l'ont pas formalisé comme ça. Et donc, du coup, comment on arrive à faire ça? Honnêtement, en vrai, je sais pas. Je me suis pas dit, on va créer notre propre marché. Tu vois, là, je le dis de manière un peu simple, mais je me suis jamais dit, ah non, on va créer notre propre marché, on va se différencier comme ça. Je t'avoue que c'est plus une réflexion de faire les choses différemment. Ouais. Moi, j'avais envie de créer quelque chose de grand et mieux et différent que les autres. Donc, la culture, moi, le sujet me passionnait, me parlait et j'y voyais son importance. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'y répondre d'une nouvelle manière que personne ne connaît et du coup, d'aller marquer les esprits. Donc, c'est tout un sujet de communication, de branding et de vision. Donc, c'est une croyance. Mais je t'avoue, comment on arrive là, maintenant que je le sais et qu'il y a presque une méthode et autres, est-ce que je le referai sûrement parce que je le refais déjà sur un petit projet en side, mais de créer en fait un écosystème, un marché que c'est toi tu te crées. C'est-à-dire, tu peux pas me dire, en fait, moi j'ai plein de concurrents dans tous mes business, mais j'en ai aucun comme nous, parce qu'on est les seuls. Et donc du coup, on est identifié. Et non, c'est un travail, je te dis, de vision, mais en fait, je me rends compte, c'est tellement de boulot, de réflexion et de challenge. Et je me dis le nombre de fois où en fait, j'aurais pu prendre une autre voie ou repartir en arrière, etc. Et je sais pas, il faut une énergie, il faut être, je te dis, déterminé et c'est passionné. des phases de vie et passionné, passionné. Je te dis, ça se trouve, on refait kimono, je refais kimono. Kimono n'existe pas, je refais kimono peut-être dans 5 ans. Je suis à un autre stade de ma vie, j'ai peut-être pas cette même énergie, pas cette même passion, parce que j'ai peut-être plus de recul sur certains points. Ça a été presque un timing parfait sur tout. Perso, pro, marché. Et du coup, expérience et du coup, non, c'est fou. Culture designer, bon, pour moi, je trouve que ça représente, moi qui connais plus kimono dans pas mal de choses maintenant, on pourrait simplement croire qu'on peut faire juste ses vêtements, mais le mot culture designer, il vraiment l'explication de tout ce que vous pouvez faire et de qu'est-ce que l'importance de la culture que toi, tu as compris avant les autres et te permet de faire. Si on retire la partie un peu... que tu as expliqué énormément dans plein de sujets, mais la partie un peu textile, si on part sur l'aspect culture designer, sur vraiment la culture, c'est quoi les éléments de la culture sur lesquels vous allez aujourd'hui? Yes, du coup on y répond de manière, on va dire, je vais dire 5. Normalement je dis 4 et bientôt 1, mais maintenant je vais dire 5. Parce que maintenant, je sais pas quand le podcast sera lancé, mais ce sera live normalement. Donc, c'est demain. C'est demain. Merde, ce soir. Donc, vêtements, objets, on habille la culture. Deuxième, c'est aménagement d'espace de bureau. Donc, on a une casquette d'archi d'intérieur où en fait, on habille les murs du coup et en fait, on fait représenter ta culture dans ton espace. Donc, que ce soit un bureau, on a déjà fait des boutiques, etc. Ça dépend, mais nous, on est surtout espace de bureau, espace de travail. Donc ça, c'est deuxième métier qui, tu vois, a été complètement différent, qui a été le premier pari à se dire, maintenant, on est culture designer, vous nous connaissez pour les vêtements, maintenant on fait des bureaux, ce qui a totalement rien à voir, mais qui, du coup, dans le discours, est parfaitement cohérent. Et c'était le risque, il était à ce moment-là.
Et le fait d'avoir réussi ça, derrière, ça vient que muscler en fait. Ouais. Du coup, c'est une évidence. Ça, c'est deuxième. Troisième, un peu moins connu parce que c'est normal, c'est une offre de conseil, donc c'est que du jus de cerveau, donc c'est difficile à montrer. On a créé une méthode pour construire sa culture, la transformer et la mesurer, la formaliser, etc. Donc en fait, nous-mêmes le sujet culture d'entreprise, on l'a même repensé. On n'a pas juste créé des produits, des services, on a repensé la définition de la culture. On a créé une méthode qui permet à n'importe quel dirigeant ou personne d'équipe impliquée dans une boîte à vouloir formaliser, actionner et rendre concrètement tangible sa culture et que ce soit plus juste quelque chose de non palpable. Oui, c'est des choses non palpables, mais tu peux tout cadrer pour la faire vivre justement. Donc ça, c'est une offre de conseil où on accompagne des dirigeants, des boîtes à ce niveau-là. Donc ça, c'est le troisième métier. Le quatrième, qui est sorti post-Covid, c'est la partie événementielle, puisque sa culture, il faut la faire vivre. Donc, c'est la partie organisation de séminaires, team building, tous les off-site qu'une entreprise peut faire en fait pendant une année, que ce soit une fois, 2 fois, 3 fois par an. Donc, tous les événements internes. Ça, c'est une BU, donc Business Unit, qui a cartonné direct, parce que pareil, timing, sortie de Covid, tout le monde a besoin de se retrouver. Le marché de l'événementiel mort parce que les acteurs ont essayé de survivre pendant 1 an et demi, 2 ans. Et nous, on arrivait déjà avec notre portefeuille de clients et avec une équipe. En fait, à chaque fois, on recrute des équipes expertes sur le sujet qui, du coup, se croisent. Donc voilà, donc ça, c'est le quatrième métier. Et le dernier, du coup, qui vient ou qui va de sortir en fonction de quand vous écoutez ce podcast, c'est Kimono House, où c'est des lieux de vie pour justement faire ton séminaire. Donc, c'est des grandes maisons, des lieux atypiques en pleine nature à max 2 heures de Paris, où tu peux loger entre 20 à 40 personnes. Et c'est des biens pensés pour s'amuser, travailler, dormir, y vivre avec tes équipes 1 journée, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Donc un peu comme le Château Fort, mais version kimono, quoi. Ça change de l'événement dans une petite salle ou dans un truc d'hôtel tout miteux. Avec, c'est ça, exactement. Et c'est complètement dans l'air du temps, avec les infras techniques et technologiques, la beauté aussi, parce que pendant longtemps, tu vois, là je fais une petite mini parenthèse, mais pendant longtemps on a séparé le B2C et le B2B. C'est-à-dire le B2C c'est trop cool, et le B2B c'est pas cool du tout. Et donc c'est pour ça que séminaire égale l'hôtel avec le lieu de réception avec tu sais les chaises et voilà, on l'a tous vu au moins une fois et en fait la frontière maintenant est beaucoup plus fine et donc en fait le B2C même en fait tu te rends compte qu'en fait dans une entreprise on est tous des si et qu'en fait on a envie de vivre la même expérience. Donc même d'un point de vue design, archi d'intérieur, là je te parlais d'infra technique mais même juste d'effet waouh, t'as envie de te dire putain c'est la baraque que j'aurais pu louer avec mes potes et de se faire un énorme kiff parce que on se sent bien, tu vois. Donc il y a ce côté beau, il y a ce côté prestation de service, enfin voilà, il y a plein d'autres sujets mais voilà. Donc ça c'est Kimono House. Et donc du coup, c'est les 5 produits qui nous permettent de designer la culture des boîtes. Aujourd'hui, l'enjeu pour Kimono, c'est quoi ? Je pense que le principal enjeu c'est tu l'as dit, on est encore je sais pas, tu l'as pas dit comme ça, mais moi je le dis, on est encore un peu petit, mais pourtant on a 10 000 clients. Tu vois, on a fait plus de 10 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, on va faire peut-être 15 cette année, donc ça commence à être un peu sérieux. Mais comment on passe le cap d'être beaucoup plus gros ? En fait, nous, toutes les entreprises sont techniquement nos clients. On peut aller chercher vraiment des très gros comptes, etc. Donc je pense qu'il y a un enjeu de visibilité. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que dans notre écosystème, l'impact qu'on a, elle est énorme. Tout projet confondu. On arrive à être meilleur en événementiel que les autres, meilleur là-dedans, meilleur, et on apporte vraiment quelque chose. Et du coup, moi, la frustration que j'ai, mais qui est plus liée à l'ambition, c'est de dire, en fait, on mérite de travailler avec les plus gros, avec tout le monde, et d'être vraiment un géant. Comme Havas ou Publicis, c'est le partenaire de ta publicité ou ta communication, nous, on est ton partenaire de ta culture. Donc, je crois au fait que ça va arriver, il faut du temps, donc vraiment, le vrai challenge, c'est de passer cette étape de visibilité parce que c'est bon, en fait, on a 5 métiers. Demain, on en aura 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a plein d'autres en tête et qui arriveront. Et c'est dire comment on y arrive encore plus fort et que, tu vois, je l'expliquais à Noël aux équipes cette année et je l'avais jamais introspecté comme ça. Tu sais, on parle toujours de quête de sens, que ce soit individuel, collectif, quand tu rejoins justement la culture d'une boîte. Et je me suis dit, mais à quoi on sert ? Parce que pareil, tu vois, il y a cet enjeu sustainable, environnement durable, social, c'est quoi la raison d'être, etc. Et au final, et c'est réel, même si c'est une conséquence un peu plus lointaine, c'est qu'en fait, on a un impact direct sur le bien-être
des gens en fait, parce que une culture d'entreprise te permet d'attirer des talents, fédérer des talents, aligner des équipes, mais elle permet aussi de prendre soin des équipes mentalement et physiquement, parce qu'elle drive une énergie, une dynamique de personnalité et d'individus qui sont fiers de bosser là, qui apprennent, qui progressent, etc. Donc du coup, santé mentale, santé physique, etc. Avec plein de leviers, et donc du coup, in fine, ça a de l'impact sur leur bien-être. On parle de qualité de vie au travail, etc. Moi, j'utilise jamais ce terme, ni bien-être, tu vois, je l'utilise jamais. Mais du coup, je me suis dit, putain, on a de l'impact. Et quand j'entends soit des proches, ou soit à des dîners ou à des événements, et de voir comment ils parlent de leur boîte, et que c'est horrible, c'est toxique l'ambiance, ils ont la boule au ventre quand ils y vont au boulot, qu'ils osent pas changer. Et tu dis qu'il y a plein de boîtes qui sont un peu laissées pour compte, parce que pareil, on a oublié, les entreprises à une époque, c'était on gagne de l'argent, je te paye, déjà estime-toi content. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, c'est ton projet de vie. Tu vas pas rester toute ta vie dans une boîte, donc du coup, t'apprends, tu te nourris, c'est un enjeu social, etc. Et donc du coup, nous, on a vraiment de l'impact là-dessus. Donc là, c'est un peu plus lointain, tu vois, un peu plus philo dans la manière où je le dis. Mais c'est pour ça que j'ai envie que Kimono aille beaucoup plus loin, parce qu'on peut avoir de l'impact fortement sur ce monde des entreprises, quoi. Ça a été quoi les meilleures idées de Kimono? Les meilleures années? Les meilleures idées? Idées? Bah, les meilleures idées, c'est toutes les opérations de com qu'on a faites. On en a fait beaucoup. Bah, déjà, chaque lancement d'une offre, on a fait une nouvelle OP. La meilleure... Les ou la meilleure? Les ou la meilleure? Il y a une idée. Je vais t'en dire plusieurs, mais il y en a une qui vraiment, je pense, c'était une très bonne idée qu'on ne ferait jamais aujourd'hui, parce que, enfin, dans la situation actuelle en tout cas. En fait, on a organisé au bout de 2 ans un événement qui s'appelait Kimono Airline. Et en fait, c'est un événement de marque. J'ai toujours participé à plein d'événements de marque, que ce soit des alcools, voilà, des soirées de marque, et j'ai toujours trouvé ça incroyable. Tant dans l'expérience que tu vis dans la soirée, les activités, les shows, et en termes de sentiment d'appartenance à une marque, j'ai toujours très fort l'événementiel que ça te procure. Ceux qui peuvent le faire, ceux qui ont beaucoup de budget, tu vois, il y en a, ils font ça tout le temps, etc. Et du coup, je me suis dit, bah nous, on n'est pas comme les autres. Même si on est une petite boîte, on va aussi faire un événement de marque. Et du coup, là, j'ai vu un peu gros. Et on a fait donc Kimono Airline, le concept. Toujours, il faut raconter une histoire et avoir un concept. On a créé un faux aéroport dans Paris. Donc, on a loué une patinoire dans le 18e qui ressemble en fait à un hall un terminal en fait d'aéroport. Et c'était l'été, donc en fait, il n'y a pas de patinoire, il n'y a rien. C'est juste du sol, c'est juste du béton. Et l'idée, c'était de dire, on va réunir 500 personnes. 500 personnes connectées de notre écosystème. Donc, pas que des influenceurs, mais tous les gens importants de nos écosystèmes, des clients, des partenaires, des fournisseurs, mais aussi des gens qui ne sont pas de ce monde startup, B2B, mais juste connectés du beau monde le temps d'une soirée. Soirée qui coûte très très cher. Open bar, la totale, on a fait construire un vrai avion. Et donc il y avait un vrai avion dans le... Ah oui, vous êtes allé loin. Il y avait un vrai avion et la scéno, la déco, il y avait des comédiens. Tu prenais vraiment l'avion. Avant, tu recevais ta carte d'embarquement, tu avais des hôtesses à l'accueil, tu avais des douanes. L'expérience était folle. Franchement, ceux qui étaient là, ils s'en souviennent. Il y a une vidéo, je sais pas, elle doit être sur notre page YouTube de l'événement. Et donc du coup, mon CFO, mon DAF, qui s'occupe des finances, lui, il voit une note aussi salée, il se dit, mais ça n'a aucun rapport. Pourquoi on fait ça? Le ROI, je le vois pas. Et en fait, ça a été, pourquoi, une des meilleures idées? Parce que c'est simple, ce soir-là, dans Paris, au-delà de toucher juste ceux qui étaient là, en story, c'était la soirée du moment. Tout le monde a entendu parler et on en parle encore. C'est-à-dire, ah mais Kimono, c'est des gens qui sont très loin. Vous aviez pas organisé une soirée? Tu vois, c'est encore là. Et on a impacté et on a un peu, ça a joué sur notre image de marque. On a tué le game à ce niveau-là. En mode, tout le monde a dit, ah ouais, Kimono, ils sont chauds. Là, ils ont fait un truc au-dessus de nos moyens. Parce que là, clairement, on s'est mis dans le rouge grave. Au-dessus de nos moyens. Donc, on a pris ce risque que je te dis, on ne le ferait plus. C'est-à-dire, on pourrait refaire des événements, bien sûr. Mais aujourd'hui, on est plus stable dans notre croissance. Là, c'était en mode YOLO. Et donc, 100% prise de risque. Et du coup, en termes de ROI, tant pour notre communauté que les futurs, que ceux que ça a impacté d'un point de vue visibilité, ça a été juste dingue. Donc ça, c'était intéressant parce que personne fait ça. En général, dans notre écosystème startup, tu fais des événements pour ton anniversaire, des clients vite fait. Mais voilà, donc ça, c'était une très bonne idée. Et juste pour rester là-dessus, ouais. c'est quoi parce qu'en fait, là, financièrement, ça va être potentiellement compliqué à gérer
a posteriori. En tout cas, je pense que t'en as conscience. Mais Quand, toi, aujourd'hui? là, non, en fait, au moment où tu À le ce fais, moment-là, ah oui. Ah oui, c'était chaud, ouais. pourquoi le faire? Vraiment, toi, qu'est-ce que Moi, qu'est-ce que tu j'étais. voyais que Je les sais autres ne pas, voyaient c'est pas? comme si je suis entré dans. Forcément, moi, je pose toujours le pour et le contre, je réfléchis beaucoup, je suis pas en mode, ah, let's go, on fonce dans le mur. Je suis réfléchi. Et donc, il y a eu quand même 2 mois de réflexion. Et je me souviens toujours où j'ai donné le go officiel, où je savais qu'il n'y avait plus de marche arrière et c'est signature du devis. J'étais dans la voiture, j'étais en road trip dans les pays nordiques, en Suède ou au Danemark. Et j'étais avec mon pote avec qui je faisais le road trip, qui était mon associé de l'époque de la récolte, pour la petite histoire. Et je lui parle du projet, je lui explique. Et moi, il me challenge, il me pose des questions. Et comme il était loin de tout ça, il me dit, mais pourquoi, machin, tu penses? Ce que je lui dis, c'est quand même cher. Et du coup, je sais pas, à un moment, j'étais en mode, tu sais, en plus, on roulait, tu vois, il y a le paysage. Je me dis, mais en fait, si j'ai eu envie de le faire, c'est je sais pourquoi. Je vois l'idée, je vois le truc, il faut prendre le risque. Et je sais pas, il y a une sorte de pulsion qui a fait, allez, go. Et le moment où j'ai dit, allez, go, il n'y avait plus de marche arrière, il y a jamais eu de regret ou de, ah, c'est chaud, on va y arriver et on va tout donner. Et du coup, on a tout donné, on a eu la chance de passer par des prestataires qui ont été sympas d'un point de vue, ne serait-ce que paiement, etc. Et on a réussi à honorer tout à 1 mois de l'événement, avant et après. On était en règle, tout s'est très très bien passé et on a réussi. Forcément, on l'a payé les 6 prochains mois, en trésor, etc. Mais je te dis, ça a été... en fait, c'est ça les débuts. Il faut savoir prendre des risques qui vont faire toute la différence. Et ça en faisait partie. Aujourd'hui, je pense que ça me viendrait même pas l'idée. Je dis, bah non, en fait, sur le budget, la rentabilité, c'est mort. Mais non, Ouais. on peut le faire. Vas-y, on le fait. Et je te dis, j'ai eu une pulsion, le challenge. Je dis, allez, ok, go. Yallah, quoi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Kimono pour la suite? C'est quoi la meilleure chose qui puisse vous arriver? Bah, de continuer comme on est aujourd'hui. En vrai, on a une super équipe. J'ai une équipe de fous, de gens passionnés, sympas, bienveillants, talentueux, qui s'amusent au quotidien et qui prennent du plaisir. Moi, un de mes KPI de succès qui est un des plus importants, c'est de me dire que mes équipes prennent du plaisir. Ils vont pas au taf. Lundi, ils sont contents. Je sais pas, c'est une vraie expérience de vie. Et quand tu vois des personnes qui sont plus là et qui m'ont dit, mais tu sais, moi, ça a changé ma vie d'être passé par Kimono, d'avoir eu de l'impact sur mon équipe, ça me plaît énormément et surtout, je sais pas, ça Ça te nourrit? Ouais. ouais, ça m'accomplit. Et donc du coup, donc j'ai une équipe franchement incroyable où il fait très bon vivre et on s'amuse et on progresse. Donc ça, c'est bien. On travaille beaucoup, certes, mais avec le sourire. Et on est on a une image de marque qu'on a créée justement. Bon, je t'ai pas parlé de toutes les idées, mais de toutes ces idées qu'on crée une notoriété qui me plaît aujourd'hui, d'image de marque. Et ma crainte, ma peur, c'est que bah, forcément un jour une image de marque, elle fait ça. Et c'est comment tu restes au top toujours. Donc comment tu recrées des idées, comment tu gardes cette image parce que t'es plus au début, t'es plus nouveau, mais t'es pas non plus un vieux. Donc comment tu gardes ça? Donc du coup, aujourd'hui, on est parfait. Et donc, ce que tu peux me souhaiter, c'est juste de dire bah, qu'on reste comme on est aujourd'hui, tout en grandissant et réussissant nos objectifs qui nous feront passer les paliers. C'est tout. On te connaît beaucoup à titre pro. Dans plein d'endroits, on en a parlé ensemble. T'as intervenu, on voit que tu maîtrises le jeu du podcast et que tu maîtrises le jeu sur Kimono. On t'a peut-être un peu moins entendu sur la partie perso. Et c'est le sujet sur lequel on va aller aujourd'hui. Allez. En tout cas, là maintenant dans le podcast. Là tout de suite. Comment on devient... Je commencerai ma question, mais comment on devient le Olivier d'aujourd'hui? Donc là, c'est une question à 1 million d'euros, mais cette fois vers de l'autre côté. Et ben c'est plein de petites pierres. Ça va pas marcher. On va retrouver un autre exemple. Franchement, c'est dur. C'est dur. Même moi, je me pose la question. Ouais. Mais je sais un peu quand même. Mais c'est un travail mental. Par exemple, à qui tu es, si ta copine ou ta mère ou ton père devaient te décrire, tu penses qu'ils diraient quoi sur toi? Ça, c'est pas mal ça.
Non, mais c'est une bonne manière de. Ouais, alors ok, c'est deux choses différentes. Mais en gros, quelqu'un qui me connaît très bien dirait que je suis quelqu'un de très enthousiasme, très positif, très optimiste. Donc moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Comme je te disais, même dans le pro, mais même dans le perso, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, je passe rapidement à en fait quel est le mal pour il y a un mal pour un bien. Donc du coup, voilà, enthousiaste. Généreux, je suis très généreux en amitié, en amour, en temps, à tout point de vue. Un jour en argent, si on a une fortune. Mais je suis généreux dans mon temps passé et que je donne, etc. Et on dirait que voilà, je suis un kiffeur, que j'aime la vie et que je suis un passionné, quoi. Par quoi t'es passé peut-être dans ton parcours qui est intéressant, qui a fait peut-être que t'es le mec d'aujourd'hui. Bah forcément, c'est plein de petites pierres. Comique de répétition, voilà. Non. Il y a des moments forcément qui te sculptent à un instant T je sais que je pense une première étape. Donc j'ai fait du basket petit, sport collectif. Et moi je viens d'un milieu plutôt favorisé, donc j'ai grandi en banlieue parisienne ouest, donc Saint-Cloud, qui est quand même un milieu assez bourgeois, assez chic. Donc quand tu vas au collège, au lycée, les gens ont de l'argent. Il y avait de tout, mais une majorité quand même qui est quand même un peu plus haut niveau que le reste de la France. Et du coup, toi qui grandis là-dedans, tu penses que c'est normal. Donc tu te dis, bah oui, moi mon pote, c'est normal qu'il vit dans une maison, tu vois. Et très tôt, j'ai été au basket, mais dans un autre club, ailleurs. Et du coup, le basket m'a fait voyager et m'a fait, m'a fait comprendre la vraie vie, en fait. Enfin, j'étais pas non plus dans une prison dorée, loin de là, du tout. Mais ça m'a fait comprendre cette ouverture. Et du coup, le basket m'a appris des autres, m'a fait comprendre déjà tout type de personnes et donc du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis dans plein de milieux parce que en fait j'ai ce côté un peu caméléon parce que j'aime et ça me nourrit en fait un peu partout. Donc c'est ce côté ouverture rapidement de plusieurs mondes, plusieurs niveaux, plusieurs personnes, plusieurs typologies de personnes, des mentalités, des visions des choses, des visions de la vie différentes. Et ça, le basket m'a beaucoup aidé parce que j'ai joué à un haut niveau, donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup eu d'entraînement, de comment on appelle ça, de partenaires, de coéquipiers, d'entraîneurs, etc. Moi, je sais que je suis tombé sur des très bons coachs qui, honnêtement, on se rend pas compte, mais ils ont un rôle de fou dans le développement personnel d'un enfant. Et tu te dis en parent, je le mets au sport pour qu'il fasse, mais en fait, l'impact derrière de la personne qui va driver les bons messages, moi je sais que il y en a un, il m'a vraiment impacté et qui m'a aidé à me forger, à me poser des questions, à aller voir plus loin, etc. Donc je pense que ça m'a buildé d'une certaine manière. Donc aussi, il y a tous les bienfaits du sport collectif, esprit d'équipe, compétitivité, résilience, détermination, etc. que tu retrouves dans le monde pro forcément et dans ta vie perso. Donc ça a été une des phases importantes de mes... j'ai commencé à 6 et j'ai été quand même à fond jusqu'à mes 16-17. Donc du coup, 10 ans qui ont bien fait partie de ma vie. Est-ce que tu es à l'aise avec cette question ? En fait, je suis très à l'aise. Non, je suis très à l'aise. Mais c'est juste, c'est difficile. Comme j'y ai pas réfléchi, c'est difficile de trouver les bons exemples. Ouais. Mais je suis clairement à l'aise parce que je sais qu'il y a plein de choses, il y a plein de trucs à dire intéressants. Mais c'est juste, c'est difficile. Moi-même, c'est difficile parce que je me pose pas le soir en me disant alors qu'est-ce qui a fait que. Sûr. Et donc du coup, c'est difficile de rendre ça simple. Ouais. Parce que je le sais, en vrai, pour répondre à la première question, comment on fait pour être Olivier Ramel, en fait, même moi, c'est presque là si je me regardais dans le miroir. Je dis, en fait, c'est tellement dur en mode les efforts que ça demande. Et heureusement que je le fais par le plaisir, tout ça, mais que c'est tellement dur à. Moi, j'essaie de penser à tout. Je suis pas un contrôle freak, je contrôle pas tout, mais je pense à tout, anticipe tout. J'essaie de tout checker. Je sais pas, une mécanique intellectuelle que j'ai développée depuis le temps où en fait. C'est tellement où je me dis mais ceux qui font pas ça, parfois je me dis mais les autres font pas ça et du coup ça va être plus chill. Mais en fait après je me dis mais moi en fait j'arrive à faire tout ça, j'ai atteint ça, en fait c'est sûrement lié. Et c'est tellement c'est tellement compliqué, si tu dois aller dans mon algorithme à l'intérieur, j'ai pas une recette magique, c'est plein de trucs qui ont fait que
Putain, j'y arrive, mais c'est très dur. C'est pour ça que je t'ai dit, je galère un peu. Si tu veux, on va aller dans une question encore plus dure, qui va peut-être t'aider. C'est quoi le côté obscur d'Olivier Ramel? Je pense que le côté obscur, c'est qu'il peut y avoir une part d'égoïsme. Parce que je suis très centré sur mon développement personnel, mon bien-être, mon bonheur et dans ma réflexion de la vie où je me disais mais en fait là je traverse, je meurs, en fait tu meurs tout seul et à la fin tu finis tout seul et donc moi je suis très bande, j'ai beaucoup de copains, je suis pas du tout un solitaire mais je sais qu'il y a plein de choses où je vais penser à moi en premier et être un peu égoïste et donc du coup il y a peut-être des manques d'attention, mais tu vois, au final, c'est là où je te dis, putain, c'est beaucoup d'efforts. C'est que justement, comme je sais que c'est peut-être pas, c'est difficile, j'essaye en plus de faire des efforts là-dessus pour pas que ça se ressente trop. Et donc, du coup, ça demande une charge supplémentaire. Mais non, le côté obscur, je pense qu'il peut y avoir une sorte un peu d'égoïsme, c'est sûr, parce que voilà, t'as envie de réussir, etc. C'est vraiment pas une question facile. Non, mais ouais. Toi, t'en verrais si tu me connais? Ouais, là, moi, c'est bien le podcast inverse. Est-ce que moi, j'en vois? Alors, là, maintenant, tout de suite, la réponse est non. Peut-être le côté excessif, obsessionnel. Ouais. Ok, oui, ok, je vois. Peut-être que c'est un autre mot intense. Intense, excessif. Mais tu vois, par exemple, vers à moitié, pour moi, c'est pas du tout un côté obscur. Je sais. C'est une force. Mais je peux comprendre que pour certains, ou si tu me compares, je pense que ça peut être, il y a un peu, c'est un peu d'excès. Peut-être, ouais. De l'excès qui... En fait, ce qui est intéressant avec le côté, la question d'arc, c'est comme les côtés positifs. Ouais. Côté positif, tu le disais, hein, il y a un bien pour un mal et un mal pour un bien. Les deux côtés sont indissociables et que la partie dark, elle a aussi plein d'avantages dans plein de sujets. Et que le côté bénéfique a aussi des désavantages. Oui. L'ultra connexion, une valeur qu'on a grave en commun tous les deux. De connecter, veut dire que chaque fois que t'es sollicité, on vient te chercher. Donc en fait, t'es peut-être ultra connecté, t'es quelqu'un avec qui on aime bien connecter. T'as moins de qualité. Mais il y a peut-être les gens avec qui t'as déjà connecté depuis longtemps qui, eux, ont encore envie d'avoir cette connexion avec toi qui rentre en jeu. Donc il y a un côté dark sympa, mais il y a un côté white aussi sympa des deux côtés. C'est un peu comme quand on te fait passer l'entretien, tu sais, têtu et perfectionniste. C'est un défaut, mais c'est aussi une qualité. C'est un peu ça ce côté obscur, ouais. Mais c'est vrai que moi, tu vois, en fait, c'est marrant, tu poses des vraies questions qui sont importantes. Et je pense, et j'ai essayé de le créer dans l'Olivier Ramel que je suis, c'est marrant de parler comme ça, je suis quand même quelqu'un de très sain. Justement, j'ai un climat que moi, je me suis mis autour de moi et pour moi, qui est quand même assez sain, assez simple. Pour justement, tu vois, j'ai pas trop de vices ou tu vois, j'ai pas d'excès inverse un peu parce que justement, je me préserve au maximum. J'essaie d'avoir un climat sain et de me contenter. Tu vois, moi, je sais que tu vois, on dit toujours, c'est quoi, merde. Il en faut peu pour être heureux. Moi, j'applique ça vraiment. Tu vois, certes, j'ai des goûts et des ambitions et des envies de choses extraordinaires, mais c'est pas mon objectif. C'est-à-dire, le basique et le simple peut m'aller, et si c'est dans mes conditions, avec les personnes que j'aime, etc. Donc, c'est pour ça que je te dis, obscur, forcément, il y en a, parce que je pense que c'est des traits de caractère, mais ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu as des regrets à titre perso? Non, parce que c'est ce qui m'a buildé aujourd'hui, c'est ce qui m'a aidé à me construire. Et en fait, regretter, c'est presque... En fait, je pense qu'on en a tous au fond de nous, de se dire je regrette quand même ça, j'aurais peut-être pas dû le faire, à des grandes étapes peut-être. Mais au final, en tout cas au stade où je suis, si tu es fier de ton parcours, tu l'assumes et que tu en es heureux, et que du coup tu es heureux de qui tu es aujourd'hui, regretter c'est un peu se travestir et c'est un peu je sais pas, se mettre en conflit en disant ah non en fait j'assume pas qui je suis parce que je regrette d'avoir fait ça, et donc du coup c'est presque un poids. Et donc je pense qu'inconsciemment, ça je le dis, j'en suis pas sûr, mais je pense qu'inconsciemment, en tout cas pour moi, tu te dis en fait que tu regrettes rien parce que tu acceptes en fait les éléments de la vie qui sont venus à toi, les chemins que tu as pris, et du coup qui t'ont guidé et qui t'ont amené là où t'es. Et donc si tu es heureux de lever le matin de je suis cette personne, tu regrettes pas en fait, parce que moi je sais que je suis 100% moi-même, et je suis fier d'être moi-même. Je sais que tous mes axes de progression, je sais là où je dois m'améliorer, je sais aussi que personne n'est parfait, donc du coup
chill, pas besoin de se mettre une pression et une frustration. Mais niveau regret, non, franchement, je regrette rien. Trop cool. Quand on est comme toi, qu'on a plein de projets, parce que là on a parlé des projets que tu as eus, mais il y a aussi plein d'autres projets derrière sur lesquels on aurait pu aller, Blue Athletics et toutes ces choses, le paddle. Bien sûr. Mais on a un timing. Je pense qu'on aurait pu faire ça pendant 2 heures facilement. Une question, on pourrait rester sur le perso. Qu'on a autant de projets comme ça, autant d'envie, autant d'ambition d'aller expérimenter plein de choses. Ça se passe comment la vie de couple? Je pense que c'est une force. Et je pense que justement, ça crée une différence par rapport à quelqu'un d'autre. Du coup, ça t'embarque quelqu'un. En tout cas, je sais que du coup, ma copine, j'ai envie de l'embarquer dans tout ça et de le partager. Donc, il y a, je pense, un rythme de vie qui est un peu différent, qui peut être fatigant. Et qui du coup peut être justement trop centré sur mes expériences, mes aventures, mais toujours tout, et de partager, mais donc du coup peut-être en donner un peu moins, mais au final en vrai ça se passe bien parce que, ça se passe même très bien, parce que c'est comme tout couple un équilibre à avoir, et la personne, en fait, de toute façon c'est 50-50, t'aimes la personne pour ce qu'elle est et ce qu'elle fait, et donc du coup si t'as compris comment chacun fonctionne, c'est un équilibre à avoir, tu vois, donc au final, moi, je le vois plus comme une force et ça ajoute une dynamique, du piment, et on sait qu'on s'ennuie pas, quoi. Tu vois, on s'ennuie jamais, quoi. Ça a quelle importance pour toi d'avoir tous ces gens que t'aimes autour de toi? C'est rassurant. C'est rassurant. Ça joue sur le côté. En fait, c'est rassurant. Sur on te soutient. 2, on t'aime. Moi, j'aime donner, mais j'aime recevoir, et c'est aussi ma force. Enfin, c'est ce qui fait ma force de recevoir. Et du coup, d'avoir toujours en fait un groupe solidaire. Je sais pas, il y a, tu sais, un être humain, c'est un être social et sociable. On a besoin des autres, etc. En tout cas, moi, je sais que j'en ai besoin, et donc d'avoir toujours ça, c'est, je reçois l'amour dont j'ai besoin, le soutien. Ça me rassure et ça me montre qu'en fait, je sais pas, c'est comme si j'ai plus besoin d'autre chose, ça me convient, et je sais pas, il y a une partage presque à 100% de tout et une confiance, tu vois, indétrônable, et je sais pas, c'est rassurant, et moi je sais que parce que forcément c'est des phases. Parfois tout le monde est très occupé, parfois on est très très proche, mais tu sais que les vrais sont toujours là, donc en fait rien ne change. Mais je sais qu'il y a des moments où quand tout est vraiment en dose de soutien, d'amour, d'être là et de partager, et c'est un apaisement. Ça permet d'être beaucoup plus serein. Moi je sais que du coup je suis moi ça me porte. Et l'autre truc, c'est que ça m'aide à m'inspirer, parce que forcément, les gens qui m'entourent m'inspirent. Donc du coup, tu partages des choses, ça aide la créativité et l'inspiration. Donc moi, je sais que là-dessus, c'est donc tout ce que va faire mes proches vont m'inspirer. Donc du coup, forcément, tu vas un peu le répliquer, ou en tout cas l'adapter. Mais donc voilà, inspiration, dose d'énergie et créativité, parce qu'ils font d'autres choses. Toi, tu partages tes idées. Moi, je suis entouré que de gens créatifs, donc du coup, on partage, on brainstorm, et du coup, ce qui fait que du coup, dans mon envie de faire, comme je disais au tout début, de marquer les esprits et faire des choses différemment, c'est mon meilleur bêta-test, brainstorming permanent, de challenger, de se dire, est-ce que on est dans le bon, est-ce qu'il valide ou il valide pas. Je sais quand il valide pas, ça va pas, c'est qu'il y a un truc qui est pas du tout moi ni quoi que ce soit. Par contre, quand c'est validé, tu sais que c'est l'échantillon et ça va fonctionner, quoi. Donc c'est assez intéressant. Donc j'avoue, moi c'est une grande force et j'en ai besoin. Je sais aussi qu'on vit pas, enfin pareil, j'ai 31 ans. Demain, dans 10 ans, quand tout le monde aura une famille établie, des enfants, etc., et peut-être qu'on vivra tous différents. Est-ce que tu auras un autre gang, un autre groupe, des autres proches, je sais pas, ou des gens que tu as toute ta vie, honnêtement. J'aimais bien cette citation sur l'amitié n'existe pas, il n'y a que des moments d'amitié. Et c'est vrai, quand t'es petit, tu penses que tu vas être ami toute ta vie et autres. Mais en fait, les gens changent. Ça se trouve, oui, tu vas rester ami toute ta vie, mais ça se trouve, non. Et j'ai réussi à me détacher et que ce soit pas ce groupe, je te dis, il m'apporte beaucoup. Mais que ce soit pas une pression de si jamais je le perds, tu le retrouveras d'une autre manière et peut-être différemment. Et s'il reste jusqu'au bout, c'est que c'était le bon. Ouais. Donc y a plus de stress à ce niveau-là, quoi.
On va terminer ce podcast avec qu'est-ce que je peux souhaiter à Olivier Ramel à titre personnel pour la suite. La meilleure santé du monde, c'est le plus important. C'est marrant parce que depuis que je dépasse les 30 ans, je fais beaucoup plus attention à tout parce que tu vois autour de toi les gens qui commencent à vieillir, etc. Et comme je te dis, je suis un grand amoureux de la vie et que j'espère amener cette vie le plus loin possible et profiter, bah, je fais très attention à ma santé, à tout point de vue, physique, mental. Et donc, du coup, c'est de continuer là-dessus et de jamais l'oublier. Donc, c'est ça que tu peux me souhaiter, de rester en bonne santé, que c'est la top number one. Et ne jamais te tuer pour un boulot, ne jamais te tuer pour ton projet, ne jamais te stresser. Enfin, en tout cas, dans mon écosystème, voilà, il y a des choses plus importantes qui est la santé, et voilà. Et de rester comme je suis, j'espère, le plus longtemps possible. Je te le souhaite. En tout cas, vraiment cool d'avoir échangé avec toi. Merci beaucoup, Olivier. Bah, merci beaucoup à toi. Et à très vite. Cool, j'ai kiffé. Salut, Olivier. Ciao. T'as pensé quoi du podcast? Bah franchement, très très cool. En vrai, t'es bon dans l'animation et dans les questions et tout, mais j'ai vraiment trouvé ça sympa parce que tu bouscules. Non, et surtout j'aime bien parce qu'on peut partir un peu loin dans les sujets. En fait, on sent que tu vois, on sort du business, on sort de discussions peut-être trop classiques, et en fait, on peut se permettre, en tout cas j'ai eu la liberté, je me suis senti libre de parler un peu de trucs un peu plus philo que je n'oserais pas ailleurs, tu vois. J'aurais pas fait ailleurs parce que les mecs vont dire mais il se prend pour qui pour parler de ça, et du coup là, sans prétention de pouvoir parler de sujet, d'être ouvert un peu là-dessus, comme c'était une discussion de soirée, quoi, tu vois. Quand tu vas partir vers ta destination, il va se passer quoi dans ta tête? Tu vas te dire putain, qu'est-ce que j'aurais dû dire, En général, je next direct, je passe à autre chose parce que je suis assez à l'aise et j'aime ça, donc du coup, fine, et je sais quand. Et peut-être les premiers, tu te dis ah, j'aurais pas dû dire ça, mais j'avoue, comme j'en ai beaucoup fait, ça passe. Celui-là, du coup, comme je vais faire du vélo après, je vais me dire qu'est-ce que j'aurais répondu à ces 2-3 questions. Un peu perso? Ouais, ou perso, où tu as réussi à me guider et tu as réussi à quand même retourner les questions, etc. Donc tu as été bon là-dessus. Mais de me dire pourquoi j'ai bugué. Enfin, je sais pas si j'ai vraiment bugué, mais. T'as pas bugué, mais ça a été une question qui t'a demandé d'aller chercher. Ouais. Quoi, d'aller chercher une réponse, peut-être que t'avais pas l'habitude de donner. Ouais, bah pas l'habitude en fait de même me poser comme question. J'ai jamais, je te dis, l'habitude de me la poser, ou en tout cas pas aussi profonde. Et du coup, j'avais pas réfléchi. Et c'est vrai que, comme je t'ai dit, bah, je réfléchis beaucoup. Donc si j'ai pas réfléchi, j'ai besoin d'un temps presque de pause d'1 minute pour réfléchir à la question. Là, on a un podcast, on ne va pas ennuyer les gens, donc je ne vais pas penser à pause. Donc je vais essayer de rebondir en live. Donc j'avoue, ça a été le sujet, mais surtout c'est dur, enfin, de trouver cette réponse. Franchement, elle est dure. J'ai pas été sympa là. Non, mais ça me va. Je suis venu te chercher là-dessus, mais même cette question, hein, moi, mon côté, je crois que mon côté dark, si j'avais moi répondu à cette question, c'est quasiment le même. C'est le côté un peu égoïste, dans le sens de. Beaucoup d'entrepreneurs. C'est sûr. En fait, forcément, tu penses un peu plus à toi sur certains points. Mais ça veut pas dire que c'est bien, mais je pense que ça se voit chez tout le monde. Mais non, je pense, quand je vais rentrer, je vais faire ça. Mais je vais quand même me dire, au-delà de ça, que j'ai quand même passé un bon moment et que c'était cool et qu'on s'est bien marré et que j'aurais kiffé que ça dure plus longtemps. Ouais. Parce que 45 minutes, c'est pas beaucoup. On a fait 1 heure. Je crois qu'on a fait 1 heure pile, quasiment là, avec cette séquence-là qu'on est en train de faire maintenant. On aurait pu faire 2 heures tranquille. En fait, c'est ce qui sort avec tout le monde. 2 heures? Ouais, le 2 heures. Toi, t'arrêtes à 1 heure? Ouais, on arrête à 1h30. Tout le monde te dit. Et on aurait pu aller un peu. Je pense qu'on pourrait faire un format 2 heures pour la suite. Sur le sujet perso, je pense que ça peut être. Bah ouais, parce qu'au final, le sujet perso, on a fait quoi, 15-20 minutes, peut-être à la fin. Je crois qu'on a fait 20 minutes, je crois. 20 minutes. Tu peux faire largement 2 heures dessus. Ouais. Parce qu'en fait, ça part à un moment, ça peut partir dans tous les sens. Et je pense que là-dedans, il peut y avoir des pépites. Ouais. À tout point de vue et à écouter, je pense que ça peut être intéressant. Ça se trouve, je referai un truc où on parlera que de toi à titre perso. Le sens de la vie pour toi, c'est quoi, Olivier? J'avoue, j'ai même pas parlé du fait du TED et tout. Bon, toi, t'as vu que parfois je faisais des petits dédicaces. Mais j'en ai pas parlé parce que tu ne pas de faire de la pub et de me dire que j'ai fait un TED. Et j'ai même pas parlé des 5 piliers.
En fait, t'en as tellement. En fait, c'est pas que t'en as Mais c'est tellement parce que parlé. oui, c'est que dans moi, j'ai l'impression d'en parler tout le temps, que du coup, j'ai plus envie de le dire naturellement. By the way, j'ai 5 billets de vie. Donc tu vois, t'as vu, je l'ai pas. Et puis moi, j'avais pas envie de t'amener là-dessus. Ouais, très bien. J'avais aussi envie parfait. qu'on découvre l'avant kimono avec tout ce que ça a, ce côté un peu serial entrepreneur avant d'être aujourd'hui sur tous tes projets, que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, c'est la partie visible, c'est la partie sympa, mais franchement, la partie d'avant. Mais en vrai, il y a trop de trucs à dire en plus, je me rends compte. C'est là où je me dis, en fait, sujet perso en 20 minutes, c'est difficile d'aller chercher en profondeur parce qu'il y a une sorte de mise en confiance. Et donc, je pense 2 heures, ou peu importe le sujet, sur un moment perso, tu vas peut-être, comme j'ai fait, pas répondre directement à la question, pas réussir. Mais après, plus on déroule, plus tu dis, ah, by the way, ça, cette expérience, et je peux en parler. Et du coup, tu te lâches un peu plus, enfin, pas te lâcher, mais tu arrives à aller à l'intérieur de toi et d'aller trouver ces éléments. Donc, je pense qu'il y a une sorte pas d'être à l'aise. C'est pas une question d'être à l'aise, c'est une question de ça y est, la machine est chaude pour aller choper les éléments du passé et te dire ah mais oui en fait ça c'est important, ça parce que ça se trouve j'ai oublié. En vrai j'ai oublié trop de trucs. C'est pour ça que là maintenant c'est le moment de. On pourrait limite, on a même presque pensé à faire limite un podcast juste là on est assis. Ah ouais c'est cool. Dans un moment un peu informel et intime c'est vrai. Mais là, comme ça, on a les 2 séquences. On a là où tu cherches tes réponses et que t'es beau gosse, posé, je connais les réponses. Et là où plus détente, mais qui sera aussi accessible. Ça, c'est cool. C'est cool. Ça, j'ai jamais vu, donc c'est pas mal. Ça va être intéressant. Il est possible qu'on fera un format, on fera à manger. Donc bientôt, on va faire comme le jeu des shots de Tabasco. C'était dans mes idées à l'origine, mais je me suis dit, allez, on va attendre un petit peu. Je crois qu'il y en a pas mal qui l'ont fait. Et il est possible qu'on te réinvite et qu'on parle que de perso. Ok, bah moi je suis chaud. Hein. Je suis chaud avant. Merci, trop cool. Trop sympa. Yes, trop cool. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oublie pas de commenter, de liker et surtout de t'abonner. On se retrouve au prochain épisode.